Sainte-Pagate. Merci, Madame la Présidente. Je souhaite d'emblée mentionner que je souhaite partager mon temps avec mon estimé et estimable collègue de Beauport-Limoilou. Tout est beau. Alors, ça me fait plaisir de prendre aujourd'hui la parole en tant que porte-parole du Bloc québécois en matière de commerce international. Je vais le dire d'emblée tout de suite, le Bloc est favorable à la proposition de l'opposition officielle de créer un comité spécial chargé d'observer et d'étudier de près la relation économique entre le Canada et les États-Unis. Le libellé de la motion de l'opposition officielle avance certains thèmes qui seront l'objet d'analyse de ce comité, mais précise qu'il ne s'y limitera pas. Alors, tant mieux, parce que les sujets ne manquent pas. Le gouvernement va avoir des comptes à rendre au sujet de ces différents fiascos. C'est ce gouvernement-là qui, dans le cadre des négociations avec les États-Unis, a utilisé les agriculteurs sous gestion de l'offre comme monnaie d'échange. C'est ce même gouvernement qui a abandonné notre industrie de l'aluminium, la plus propre au monde, et qui n'a rien réglé concernant le dossier forestier, le dossier du bois d'œuvre. Ce gouvernement va aussi avoir à expliquer ses interventions auprès de l'administration américaine au sujet des vaccins contre la COVID-19. Parce que les rythmes de réception des vaccins, achetés sans garantie du moment de livraison par le Canada, a de quoi inquiéter. À plusieurs reprises, on a annoncé des retards ou des reports de livraison. Le Québec a même dû suspendre des opérations parce qu'il était en rupture de stock. On le sait, malheureusement, les libéraux n'aiment pas ça, les comités qui posent des questions. Et on l'a vu, le gouvernement, il est demeuré sourd à une demande du Bloc québécois de mettre sur pied un comité spécial dont le mandat serait d'étudier toutes les dépenses liées à la COVID-19, et pourtant, elles doivent l'être. Les derniers positionnements protectionnistes de l'administration américaine ont eu l'effet d'une douche froide. Les illusions s'envolent et les câlinos disparaissent. On découvre avec effroi cette vérité qu'on ne voulait pas voir, et qui est que le président, l'ancien président Donald Trump, n'a pas inventé le protectionnisme et qu'il n'a pas inventé la guerre commerciale. Ça existait avant lui et ça existe après lui. Les derniers, donc, positionnements nous rappellent qu'un État a la politique de ses intérêts. Aucun pays, même si c'est un allié politique, ne va faire de cadeaux à son voisin pour le plaisir de lui faire des cadeaux, par pure bonté d'âme. Le doux commerce, c'est un mythe. Le marché, c'est pas un lieu, là, comme on le disait jadis, où un vendeur et un acheteur vont se rencontrer puis que tout va bien aller. C'est une vieille conception romancée, ça, là. Le marché, c'est la concurrence où toutes les tactiques sont parfois permises. Depuis l'époque néolithique, c'est la concurrence, on pourrait même dire la guerre économique qui règne, n'ayons pas peur des mots. Oui, mais là, on va nous dire, il y a les instances mondiales qui sont là pour réguler tout ça. Il ne faut pas être naïf, parce que ça ne vient pas éliminer le poids des rapports de force. Il y a encore des pays plus forts que d'autres, malgré tout. Prenons le cas de la Banque mondiale. Le pouvoir de décision il est fondé sur la taille de la participation au capital. Donc, ça fonctionne comme une assemblée des actionnaires où les pays sont représentés par un conseil des gouverneurs. Donc, comme une assemblée des actionnaires, le poids du vote de chaque pays est corrélé avec l'importance économique. Donc aujourd'hui, c'est les États-Unis qui sont l'actionnaire principal de la Banque mondiale. Les États-Unis, ils versent de façon décomplexée dans le nationalisme économique, d'où leur Buy America Act dont on discute. En soi, on reconnaît que c'est légitime, là. Je vous dirais même qu'à l'instar des États-Unis, qui souhaitent favoriser leur production nationale, le Québec a tout intérêt aussi à sortir de sa dépendance au marché extérieur en ce qui concerne l'approvisionnement en produits de nécessité. Le nationalisme économique, c'est un principe extraterrestre au Canada, sauf peut-être en ce qui concerne les banques, le pétrole, l'automobile. Il fait, à contrario, partie de l'ADN du Québec, qui jouit de plusieurs sociétés d'État qui font office d'instruments stratégiques, qu'on pense à Hydro-Québec, qu'on pense à la Caisse de dépôt, qu'on pense hier à feu la Société générale de financement. Pour nous, c'est naturel. Puis même, on comprend les Américains de vouloir favoriser leur marché à eux et leurs entreprises. En cette époque où on revalorise l'achat local. Mais chaque nation a la politique de ses intérêts. On est ici pour défendre ceux du Québec. Et on sait que les États-Unis, c'est notre principal partenaire commercial. On tire notre épingle du jeu en ayant accès à leur marché. Il y a à peu près 12 000 entreprises québécoises qui font affaire au pays de l'oncle Sam.
Mais je souhaiterais attirer votre attention sur un volet très précis et extrêmement important de l'hyperprotectionnisme américain. Et c'est le fait que le droit est souvent mis au service de sa puissance. Le comité dont la création est proposée aujourd'hui devra s'y intéresser parce que Washington a mis en place un système légal qui est d'une très, très forte efficacité, celui de l'extraterritorialité du droit américain. Le Congrès américain estime que les lois qu'il vote aux États-Unis s'appliquent à l'ensemble de la planète. Les lois, notamment de surveillance des investissements étrangers, sont nombreuses. Mais il y a deux axes principaux à ce fonctionnement tentaculaire, et c'est la lutte contre la corruption et la lutte contre la violation des embargos. La lutte contre la corruption, ça a commencé aux États-Unis après le scandale du Watergate. Il y a eu toutes sortes d'affaires très médiatisées. On a découvert que plusieurs entreprises américaines à l'étranger avaient recours à des pots de vin pour avoir des accès spéciaux au marché. Là, l'administration a dit on va les obliger à déclarer leurs pots de vin dans leurs livres, dans les livres de l'entreprise. Ça a débouché sur une loi en 1977. Bien sûr, la lutte contre la corruption est positive en soi. Sauf qu'on va s'étonner justement du fait que les Américains ne sont pas partie prenante de la Cour pénale internationale parce qu'il y a une stratégie derrière. Puis la lutte anticorruption, elle ne s'arrête pas là. On peut penser à la loi Sarbanes-Oxley qui encadre les informations comptables des entreprises cotées aux États-Unis, qu'elles soient américaines ou non, et leurs filiales à l'étranger, permettant aux agences d'obtenir l'information qu'elles veulent, y compris les secrets stratégiques d'une compagnie. On peut aussi penser à la Bank Secrecy Act, qui, parce qu'elle inclut aussi les agences américaines de banques étrangères, favorise l'accès par les banques américaines aux données de leurs partenaires étrangères. L'autre volet, c'est celui de la violation des embargos. Les États-Unis estiment qu'il y a des États voyous avec lesquels les entreprises ne doivent pas faire affaire. En 1996, la loi Helms-Burton, avec pour objectif avoué, un objectif politique, de renverser le régime cubain, est adoptée. Finalement, elle ciblait l'ensemble des entreprises du monde. Ensuite, la loi d'Amato-Kennedy, quelques mois après, qui reproduit le procédé avec l'Iran et la Libye. C'est des lois qui fixent un chiffre d'affaires maximal pour avoir le droit de faire affaire avec ces pays-là. On utilise même, d'ailleurs, plutôt que faire affaire, on utilise le mot « trafic ». Ça montre comment c'est des pestiférés, faire du trafic. Notons d'ailleurs que les échanges commerciaux avec ces pays-là sont aucunement condamnés par l'ONU ou par l'OMC. Puis c'est en vertu des violations des sanctions américaines contre l'Iran qu'il y a eu l'arrestation par le Canada de Meng Wanzhou. Et non, c'est pas à cause d'un crime de droit commun, c'est à cause d'une violation d'une loi de sanctions américaines. Donc l'inféodation des pays aux lois américaines est extrêmement important. Le Canada a modifié en 1997, en guise de réponse, sa loi sur les mesures extraterritoriales étrangères pour résister à l'offensive américaine. Mais là, dans les faits, poursuivi les discussions avec les Américains pour obtenir des exemptions pour leurs entreprises. Donc, ça reconnaît la légitimité des lois de 1996. Au tout début de 2002, les Américains ont déployé un outil extrêmement puissant pour combattre le terrorisme. Les sanctions se sont multipliées au nom de la sécurité nationale et les intérêts économiques américains ont été promus activement. La justice américaine se permet donc de convoquer des entreprises, d'exiger leur coopération et de les mettre en procès. Sinon, elle peut procéder à leur interdiction pure et simple de l'accès au marché. Puis là, les cabinets d'avocats débarquent et l'entreprise ne peut pas effacer de ses serveurs des informations très sensibles, parfois des stratégies inhérentes à l'entreprise, des informations sensibles. Elle ne peut pas effacer ses données, ses messages, ses communications internes. Donc, ça ouvre la voie à un siphonnage pur et simple de l'information. Puis le département de la justice, il nourrit les bases de données des services de renseignement. C'est inscrit dans diverses lois américaines. Dans les faits, dans l'univers du commerce international, ça finit par des ententes. Le juge, il apparaît juste à la fin devant le système de justice américain. Donc, l'entreprise étrangère a toutes les chances du monde de se laisser dépecer. En 1993, le secrétaire d'État, Warren Christopher, avait déclaré devant le Congrès qu'il fallait, pour affronter la compétition économique, avoir les mêmes moyens qui avaient été employés par les États-Unis pendant la guerre froide pour vaincre l'Union soviétique. Donc, il ne faut pas se tromper. Washington parvient à imposer la suspension de la souveraineté économique de l'ensemble des pays du monde pour des pratiques jugées inacceptables par l'oncle Sam. Donc, il ne faut pas réagir face à ça de façon béate. Oui, les États-Unis sont en concurrence de façon parfois brutale avec la Russie, la Chine, le Japon, l'Allemagne.
Mais il ne faut pas non plus accepter tout. Il faut se pencher là-dessus. J'espère que ce comité le fera. Les États-Unis sont un partenaire puissant, mais encore faut-il prendre conscience de la nature de cette puissance-là et ne pas s'enfermer dans une pensée magique qui pourrait nous réserver des lendemains qui déchantent. Je vous remercie, Madame la Présidente. Questions and comments, questions et commentaires. The honourable member for... Honorable député de Churchill-Awaskiniu-Aski. Thank you, Madame Speaker. Merci, Madame la Présidente. J'aimerais remercier mon collègue pour son discours impassionné. Je ne vois pas de vidéo I don't see your video at the... Je ne vois pas votre vidéo. Est-ce que votre caméra est activée ou est-ce que c'est un problème de notre côté? Voilà. Pardon, merci beaucoup. Le Québec et le Canada perdent des bons emplois depuis que l'agenda néolibéral poussé par les États-Unis en termes de libre-échange existe depuis des décennies. Malheureusement, on voit que toujours le gouvernement fédéral du Canada continue à supporter un tel agenda et ne protège pas les bons emplois dans nos communautés et à travers notre pays. Est-ce que le membre qui vient de parler croit qu'on devrait pousser une vision d'échange qui met comme priorité les travailleurs québécois et canadiens? Et de Saint-Hyacinthe-Bagotte? La réponse... Merci, Madame la Présidente. La réponse courte, d'abord aussi, merci à ma collègue pour sa question. La réponse courte, c'est oui. Le néolibéralisme est un poison, c'est un système qui est injuste, qui est écocide et qui n'a même pas le mérite d'être efficace. En tout point, il faut le démanteler. Ça, on est d'accord là-dessus. Le libre-échange en soi a des effets très bénéfiques pour le Québec. Il fallait sortir de notre dépendance au marché canadien. Mais bien entendu, il ne faut pas confondre le commerce avec des ententes qui donneraient la grande part aux multinationales contre la démocratie. Autrement dit, nous, on est pour le libre-échange, mais jamais si ça va nuire à l'environnement, si ça va nuire aux travailleurs et travailleuses, si ça va nuire à la justice sociale, si ça va nuire à notre capacité à légiférer. Donc ça, là-dessus, notre réponse, bien entendu, c'est oui, il faut placer les travailleurs au centre de nos considérations commerciales. Bravo. Questions and comments? Question, commentaire, le secrétaire parlementaire du leader du gouvernement à la Chambre. Merci, Madame la Présidente. J'entends les députés du Bloc qui parlent souvent de la gestion de l'offre. Les libéraux sont ceux qui ont présenté la gestion de l'offre il y a plusieurs années. Quand on parle de commerce, je suis certain que le député sait que c'est à deux sens. Si on voulait trouver un compromis avec pour la gestion de l'offre, il fallait trouver des solutions. Est-ce qu'on devrait rejeter des accords de libre-échange si ça a une incidence sur la gestion de l'offre? Sa position? Notre position, puis je pense que notre collègue la connaît, étant donné son habituel abonnement au débat de cette Chambre. Je peux quand même la répéter néanmoins. Notre position, c'est que ça ne devrait plus jamais être marchandé. Les libéraux ont beau l'avoir amené, c'est ceux qui, à 3 reprises, l'ont détruite. Les compensations, c'est bien beau, puis on va se battre toujours pour les compensations, c'est le strict minimum, mais ça ne vient pas remplacer en aucun cas des brèches dans un système qui fonctionne et dont il faut faire la promotion. Donc pour nous, il faut l'évacuer tout simplement de la table, qu'il n'en soit plus question. Merci. Questions and comments? L'honorable député de Leeds, Granville, Thousand Islands, Rideau Lakes. Merci, Madame la Présidente. Merci à mon collègue, le député, pour ses observations. Ma question porte sur 2 questions importantes quant à notre relation avec les États-Unis, la canalisation 5 et la 9 plutôt, et la politique Buy America. Reconnaît-il l'importance de la préservation de cette infrastructure critique et croit-il qu'il est important de faire en sorte que notre pays ait une exemption de la politique Buy America? Saint-Hyacinthe-Bagotte. Bien, en fait, nous sommes d'accord avec l'idée de comité pour observer tout ça, à tout le moins, pour regarder ça de près, pour analyser. Maintenant, quelle sera la meilleure façon, la meilleure stratégie à déployer? On va regarder ça, puis c'est ça le but d'avoir des comités qui se penchent sur des questions comme ça.
Maintenant, bien sûr, notre position sur les infrastructures pétrolières n'est pas la même que celle de l'opposition officielle. C'est un bout, bien entendu, qu'en lisant la motion, on n'était pas dupes sur les intentions, sauf que il reste néanmoins que c'est un mandat, c'est une suggestion de thème et que c'est un mandat d'observer qui ne nous engage pas à embrasser une position particulière. Et c'est ce pourquoi nous l'appuyons aujourd'hui. On ne peut pas être contre de faire des comités qui forcent le gouvernement à rendre des comptes et qui nous permettent de regarder ça de près, bien entendu.